La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence ce matin avec une question sans réponse. Oui, c'est vrai, Dimitri, on se dit parfois que la presse est un peu péremptoire. Eh bien, ce matin, elle troque sans hésiter ses points d'exclamation contre autant de points d'interrogation. Car bien malin au lendemain de la chute de Bachar al-Assad, celui qui peut dire ce que va devenir ce pays. La Syrie plonge dans l'inconnu, titre Le Figaro. Quel risque de voir revenir Daesh, s'interroge Le Parisien. Faut-il avoir peur de la nouvelle Syrie, se demande aussi l'Opinion, en gros titre. Et dans ses colonnes, Jean-Dominique Merchet le reconnaît humblement, pour l'heure, impossible de répondre à ces questions. Une fois cela dit, de nombreux papiers méritent tout de même votre attention, à commencer par l'interview de Monseigneur Pascal Gollnisch dans La Croix. Le directeur de l'Œuvre d'Orient ne masque pas son inquiétude pour la communauté chrétienne de Syrie, communauté que l'on a parfois accusée d'avoir été un peu trop choyée par Bachar. Non, répond-il, il ne faut pas croire que les chrétiens sont une catégorie homogène. Certains viennent d'être libérés des prisons du régime. D'autres ont pu être proches du pouvoir, reconnaît-il. Le temps est encore flottant, les évêques restent et appellent au calme. Alors, quant aux libérateurs maintenant, eh bien, on connaît le passé violent de ces groupes islamistes, répond-il. On sait que les djihadistes ne sont pas reconnus pour leur respect des autres religions, dit-il avec un sens aigu de l'euphémisme. Alors, autre question, pourquoi le régime de Bachar al-Assad tombe-t-il maintenant ? Eh bien, nous sommes peut-être déjà dans une des conséquences de l'élection de Trump, répond Isabelle Lasserre du Figaro. Très intéressante analyse qui explique que nous sommes probablement au début d'un effet domino dont on n'a pas encore vu la fin. La chute de Bachar, c'est la jonction entre les deux grands conflits du moment, la guerre en Ukraine et celle du Proche-Orient, où les Russes n'ont plus les moyens d'intervenir, amis ou ennemis des États-Unis. Tout le monde se dit qu'il faut se repositionner avant le 20 janvier, car après ce sera trop tard ou trop compliqué. Donald Trump est non seulement imprévisible, il est assis sur la plus grande puissance militaire du monde, il va faire peur aux gens pour leur imposer la paix. Alors, la presse peut-elle se tromper maintenant ? Jamais. Bien entendu, jamais, Dimitri. Et pour vous en convaincre, reprenez les journaux d'il y a 1 an, exactement, jour pour jour. À l'époque, toute la presse de gauche publiait des portraits d'un fou furieux, un ultra-libéral qui allait mettre à feu et à sang son pays, qui de toute façon ne pourrait jamais appliquer son programme et qui terminerait la tête en haut d'une pique. 1 an plus tard, cette même presse de gauche est curieusement aphone. Elle ne consacre pas une ligne au premier anniversaire de l'accession au pouvoir de Javier Milei en Argentine, et pour cause, son bilan est loin d'être catastrophique. Je vous en dis pas plus, puisque Eugénie Bastier l'a fait beaucoup mieux que moi il y a quelques instants, et puis vous pourrez lire tout ça dans Les Échos. Un mot en revanche de la situation politique française, où l'on n'est donc pas près d'avoir un Premier ministre. Si vous avez aimé le feuilleton politique de l'été, écrit Le Parisien, vous allez adorer la saison 2 avec les mêmes acteurs et le même réalisateur qui se montre toujours indécis. La série pourrait s'appeler Procrastination à l'Élysée. C'était un peu lourd, quand même. Et vu qu'elle tire franchement à la ligne, on aura l'occasion d'y revenir. Parce que ce matin, je voudrais quand même garder un petit peu de temps pour célébrer un anniversaire. Alors tenez, Anissa. Oui. Ça pourrait être une sorte de rébus sonore. Donc d'abord, musique. I'm just playing around, baby. Ça, c'est pour l'ambiance. Grace Jones. Très D'accord. années 80. Maintenant, alors vous allez rechercher dans vos souvenirs. Oula. Vous allez retrouver une vieille pub de Jean-Paul Goude avec une voiture qui sort de la bouche de la Ah, chanteuse. je l'ai. Ah oui, ça y Et est. puis, si vous n'avez pas encore trouvé, un dernier indice, Jacques Chirac a traversé Paris dedans le soir de sa victoire en 1995. La réponse est... La CX. La CX, mon oncle Guy en avait une. Eh ben, on salue l'oncle Guy, Bien sûr. qui est pas tout jeune, puisque la voiture célèbre ses 50 ans Il est pas tout en jeune. cette fin d'année. C'est l'équipe qui souffle les bougies de ses 6 cylindres, et elle le mérite parce que la CX, ce fut l'autre déesse de Citroën, écrit joliment Fabrice Bosset, une bagnole qui aura marqué son époque avec sa suspension hydraulique et son compteur de vitesse pèse-personne, une voiture dont le succès a dépassé les frontières. C'est ainsi, nous apprend le journal, qu'après la chute du mur de Berlin, on a retrouvé une quinzaine de CX dans les garages de la Stasi, la police politique est-allemande. La CX, c'était effectivement la voiture préférée d'Heinrich Honecker, comme quoi on peut être un dictateur et parfois avoir du goût.